Nous consacrons donc aujourd'hui une page spéciale à la situation en Haïti, un mois tout juste après la prestation de serment du Conseil de transition. Nous nous interrogeons où en est cette équipe censée remettre le pays sur les rails. Ses 9 membres sont depuis le 30 avril dernier présidés par Edgar Leblanc-Fils. Les discussions ont-elles avancé en vue de former un gouvernement? Quand arrivera donc la force internationale menée par le Kenya pour restaurer la sécurité? Nous allons poser évidemment ces questions à nos invités. Jean-Marie Théodat, bonjour, qui va m'accompagner pendant toute cette demi-heure sur ce plateau. Vous êtes maître de conférences en géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien directeur d'une mission en Haïti, auteur de Fatra Port-au-Prince, sorti en 2021. Vous avez vécu là-bas, avez quitté l'île et évidemment votre regard nous intéresse aujourd'hui, regard à distance. On tentera aussi de joindre des fils aimés haïtiens qui, lui, est rentré à Port-au-Prince. Il nous dira la délicate équation crise humanitaire, crise politique, crise sécuritaire bien sûr. Sur le terrain, les Haïtiens apparaissent désespérés face à l'ampleur de la tâche à relever. Il leur faut toujours composer entre violence et grande précarité. Nous vous proposons pour commencer un document rare tourné par l'une de nos équipes qui a passé quelques jours sur l'île. Bravons les risques, Roméo Langlois, Catherine Norestrent et Jean Mindel sont allés rencontrer les différents acteurs de cette crise. Voyez tout de suite le reportage. Voilà ce qu'est devenu le ministère haïtien de la communication. Un camp où s'entassent 1600 déplacés. Ils ont fui leur quartier, ravagé par la guerre entre la police et les gangs. Leur survie dépend de l'aide humanitaire. Ne vous bagarrez pas, ne donne pas tout d'un coup. Ce jour-là encore, pas de repas pour tous. Et toi, tu peux pas en prendre 3. Ils ont envie de prendre 2 ou 3 plats afin de... parce qu'ils sont affamés. Le comité d'organisation des déplacés s'est installé dans ce qui fut le bureau de la ministre. Quand on est arrivé, le ministère ne fonctionnait déjà pas. On est entré facilement. Regardez comment on vit. Mon enfant est à la rue. Ce sont ces gens qui m'ont aidé après sa naissance. J'ai faim, je dors par terre, c'est la misère. Rachel aurait aussi besoin d'une aide psychologique. Selon ce rapport médical, elle a survécu à un viol collectif perpétré par des membres de gangs, comme des centaines, des milliers d'Haïtiennes. 1 kilomètre plus loin, la ligne de front. Le centre de Port-au-Prince était le cœur administratif du pays. C'est aujourd'hui une zone de guerre désertée par les habitants et où l'on entend tous les jours des tirs d'armes automatiques. Derrière moi, le palais présidentiel, la cour de cassation, le ministère de l'Intérieur et bien d'autres bâtiments publics évacués, symbole d'un État en déroute, assiégé par les bandes armées qui contrôlent aujourd'hui 80% environ de la capitale haïtienne. Les groupes armés ont mis l'État à genoux, forçant à la démission le Premier ministre, Ariel Henry, en mars. Sur les hauteurs de la ville, dans la villa présidentielle, siège le Conseil de transition. Son rôle, restaurer la sécurité, nommer un gouvernement, organiser des élections. Le président du Conseil nous reçoit. Ça va? Edgar Leblanc joue la franchise et reconnaît la responsabilité des élites haïtiennes dans le drame actuel. Il faut reconnaître qu'il y a un effondrement des institutions. Cela vient de loin, mais quand même, depuis une certaine connivence entre les autorités étatiques et les bandits pour gagner les élections, pour occuper des espaces de pouvoir, mais aussi à cause d'une certaine connivence aussi des élites économiques qui utilisent cette action et qui ont permis aux bandits de faire de l'argent, de s'équiper et de pouvoir même affronter les forces établies. Le Conseil, formé de 9 membres, serait miné par les querelles internes. 1 mois après sa création, il n'a pas encore nommé de gouvernement.
Retour au ministère de l'Information. À force qu'il y a tellement de monde, les personnes sont obligées de dormir directement dans le couloir. Ils dorment partout, hein, non seulement sur le toit et sur la cour. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de cabane, il n'y a pas de couverture. Et ça a causé l'autre maladie. Les nerfs sont à vif et la guerre reste proche. Tous les jours, il y a des balles qui finissent dans la cour. Dimanche dernier, 3 personnes ont été blessées. Il y avait une fusillade pas loin. Je vous en supplie, aidez-nous, on ne peut pas continuer comme ça. Pour l'heure, personne ne répond à ces appels à l'aide. Voilà pour ce premier document exceptionnel. Je vous invite à rester évidemment avec nous à 14h30, heure de Paris. Je recevrai sur ce plateau l'équipe de retour de Port-au-Prince. Vous pourrez alors découvrir le focus qu'ils ont tourné toujours sur l'île. Bonjour Jean-Marie Théodat, merci d'être avec nous. On vient de voir ces images, ces témoignages. On expliquera un peu plus tard à quel point ce document est rare, exceptionnel. C'est très compliqué d'organiser une mission en Haïti aujourd'hui pour des journalistes. Qu'est-ce que ça vous renvoie, ça, comme sentiment? Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre pays? Un regard particulièrement triste, d'autant que c'est Edgar Leblanc lui-même qui est en charge de la présidence de cette commission qui reconnaît que l'État s'est effondré, au fond. Il est le mieux placé pour faire un état des lieux. Et son constat est si triste que nous ne pouvons que pleurer, en fait. Vous y voyez un état d'impuissance, un aveu d'impuissance? Un aveu d'impuissance qui est, à mon sens, un premier pas vers la médication dont nous avons tous besoin. Parce que dire que l'élite, à la fois politique et économique du pays, a sa part de responsabilité dans l'effondrement de l'État, c'est la description d'un État mafieux, finalement. C'est la description d'un narco-État. Le mot n'a pas été prononcé, mais je pense qu'il faut avoir le courage jusqu'au bout et reconnaître que, en ayant perdu le monopole de la violence légitime, l'État a laissé la voie ouverte à une appropriation par des forces criminelles. Et aujourd'hui, une partie de l'élite haïtienne s'est transformée en une pègre qui représente un danger pour l'état de droit. Vous dites aujourd'hui les groupes mafieux ont fait dérailler le train de la démocratie et c'est pas nouveau, ça remonte aux années 2000. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça fait 24 ans, ça fait un bout de temps quand même. Cela fait même davantage parce qu'à partir du moment où, en 1995, on a dissous les forces armées d'Haïti, qui, tout en n'étant pas un parangon non plus de démocratie ni de vertu, parce que cette armée était souvent impliquée dans les coups d'État, le dernier en date, celui de 1991, ayant provoqué plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc l'armée avait du sang sur ses bottes, mais néanmoins, c'était un garde-fou par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire, en l'absence d'armée, on a vu fleurir un peu partout des agences de sécurité. Chacun a voulu constituer son propre arsenal pour assurer sa sécurité et parfois sa prospérité aussi. Et c'est donc ceci qui a fait que, depuis les années 2000, le pays est devenu une véritable passoire dans le cadre d'une économie de la drogue qui va de la cordillère des Andes à la Floride, en passant par le bassin de la Caraïbe. Et c'est tout cela qui a laissé la voie ouverte à la déconfiture que nous connaissons aujourd'hui. Alors pour en revenir à ce gouvernement, à cette équipe transitoire, conseil comme on l'appelle, présidentiel de transition, par où commencer? Il y a 9 personnes qui ont été nommées, il y a un président à sa tête. On voit que la tâche qui les attend est immense. Par où commencer aujourd'hui? Déjà, pas réussir à s'entendre, ça a l'air très compliqué. Ça a l'air très compliqué et c'est le contraire qui m'aurait étonné, dans la mesure où ces gens n'ont jamais travaillé ensemble, n'ont jamais réfléchi ensemble, ne se sont jamais considérés comme équipage d'un même navire. Et au contraire, chacun semble vouloir s'emparer du timon. C'est pour cela qu'on a mis en place une présidence tournante qui est absurde.
dans les délais que nous avons, qui sont tellement courts pour trouver une solution. Donc, ces tiraillements sont à l'image de la déchirure du tissu social haïtien et surtout de l'incapacité à dégager un véritable leadership pour parler au nom du plus grand nombre. On est en direct avec Dave Fils-Aimé, que j'introduisais tout à l'heure, qui est en quelque sorte nos yeux et nos oreilles à Port-au-Prince. Il intervient régulièrement sur nos antennes. Bonjour Dave Fils-Aimé, je rappelle que vous co-présidez l'association Basketball pour encadrer la jeunesse. Vous êtes à Port-au-Prince. Peut-être un mot de ce qui vient d'être dit. Ça fait un mois que ce conseil présidentiel de transition a été investi, qu'il est sur les rails, qu'il est censé avancer. Quel retour vous avez en étant sur le terrain et quelles attentes surtout? Bonjour Elisabeth Alain. Je suis tout à fait d'accord avec M. Théoda. Le Conseil présidentiel de transition avait tout d'abord fait choix de l'ancien sénateur Edgar Loudon-Fils comme président permanent. Mais après, ils ont décidé d'avoir une présidence tournante. Et en ce qui concerne le choix du Premier ministre, ils ont promis de prendre une décision sur ce point avant la fin du mois et nous devrions donc bientôt savoir qui sera le prochain Premier ministre. J'espère simplement que ce sera quelqu'un de très compétent qui aura également la capacité de rassembler les différents secteurs parce que la situation est extrêmement critique en Haïti en ce moment. Voilà, un mot des gangs qui occupent 80% du territoire de la capitale haïtienne Port-au-Prince où vous vous trouvez Dave Fils-Aimé. Un mot de ces violences. Quelle est la situation aujourd'hui? Les différents gangs utilisent diverses stratégies pour se préparer pour l'arrivée de la force multinationale. Certains d'entre eux se sont engagés dans la destruction de commissariats de police et selon certaines informations, ils envisagent de détruire d'autres infrastructures pour empêcher la mission d'y accéder. De plus, l'un des gangs construit actuellement un quai, vraisemblablement pour transporter des armes, des munitions, de la drogue et d'autres marchandises illicites. Selon l'ONU, jusqu'ici, les gangs, effectivement, s'affrontaient entre eux. Il semblerait que maintenant, ils aient décidé de s'unir pour affronter le gouvernement. Exactement. Et face à cette situation, dans de nombreux quartiers de la ville que les gangs ne contrôlent pas encore, d'immenses barrières y ont été installées afin de potentiellement protéger ces quartiers d'une prise de contrôle par les gangs. Aujourd'hui, à Port-au-Prince, oser s'aventurer dans un quartier où on ne vous connaît pas est un risque majeur en ce moment, car si par malheur vous n'avez pas de pièce d'identité ou si votre pièce d'identité indique que vous venez d'un des bastions des gangs, alors cela pourrait conduire à votre disparition en ce moment. Parlez-nous de votre quotidien, peut-être Dave Fils-Aimé. Vous encadrez des jeunes, vous mettez l'accent sur cette jeunesse pour les encadrer par le sport, le basketball, pour les empêcher qu'ils ne basculent dans la violence et dans ces groupes armés. Elle est faite de quoi, ce quotidien, aujourd'hui? On circule facilement, on a peur ou on s'est habitué? Vivant dans cette situation depuis plusieurs mois, voire des années, on est obligé de s'y habituer. Et pour moi, au quotidien, même le week-end, je suis obligé de me rendre à notre bureau parce que déjà depuis la fin du mois de février, on héberge environ une dizaine de nos jeunes et des membres de notre personnel, des gens qui ont dû malheureusement laisser leur maison en raison de la violence des gangs. Donc, au quotidien, je suis là-bas à notre bureau pour travailler, mais également pour gérer l'espace et m'assurer que les gens que nous hébergeons, ils ont tout dont ils ont besoin dans l'espace. Jean-Marie Théoda, j'aimerais que vous me parliez de votre vécu à vous et de votre histoire. Vous avez vécu en Haïti en 2019. Vous avez décidé donc de partir pour des raisons de sécurité en tant qu'universitaire. Vous preniez position, ça devenait trop d'enjeux. Vous étiez déjà parti pour faire vos études en France. Ça a été le cas aussi pour Dave Fils-Aimé qui nous dira peut-être son expérience juste après, qui lui avait été aux États-Unis. L'élite, comme on dit, ceux qui font des études, 85% de ceux qui ont un parcours universitaire, font ce choix à un moment donné de partir, de quitter Haïti. Vous avez raison d'insister sur cette statistique parce qu'elle est fatale. 85% des Haïtiens et des Haïtiennes
insister sur les haïtiennes parce que les filles sont très présentes également dans le paysage universitaire et académique. Mais 85% vivent de celles et de ceux qui ont un diplôme supérieur ou égal à un master. Il faut être très précis. Supérieur ou égal à un master, vivent et travaillent à l'étranger. Cela veut dire que le pays fonctionne comme le tonneau des Danaïdes. Tout l'effort qui est fait pour former, et c'est une petite élite, à peine 5% d'une classe d'âge arrive aux études que nous évoquons ici. Donc 85% de ces 4% vont partir à l'étranger, de sorte qu'au final, il ne reste pas assez de ressources humaines. Vous aviez 17 ans quand vous êtes parti la première fois, mais vous êtes revenu parce qu'il y avait une envie, j'imagine, forte de réinvestir sur votre île. Nous avons, tous ceux qui sommes nés avant, on va dire, l'échéance des années 2000, avons tous vécu avec l'idée de partir, nous former, rentrer au pays pour servir un idéal qui reste un idéal très noble. Et malheureusement, cela n'a jamais été, on va dire, suffisant pour compenser ce brain drain, comme on dit, c'est-à-dire cette fuite des cerveaux qui a continué à vider le pays de ses ressources. Moi, vivant à l'étranger, essayer autant que possible d'avoir un pied en France, un pied en Haïti pour continuer à donner des cours à l'Université d'État d'Haïti, dont je suis toujours d'ailleurs membre actif. Mais disons que cela ne suffit pas. Il faudrait un retour avec une masse critique de ressources humaines, de personnes motivées pour véritablement renverser la vapeur. Défi Sémier, je crois que vous nous entendez, vous avez un peu connu le même parcours. Vous avez quitté l'île aussi très jeune. Vous êtes allé non pas en France mais aux États-Unis. Vous êtes passé par Harvard, par Yale. Et vous avez décidé de rentrer. Est-ce que parfois vous êtes pris vous aussi de cette envie de tout abandonner derrière vous? Tout abandonner, non. Mais par contre, je rencontre des difficultés au quotidien. Le fait que moi j'ai l'opportunité, je dirais, de travailler avec des jeunes, donc ça me donne beaucoup d'optimisme de voir ces jeunes qui, en dépit de tout, continuent à travailler, continuent à arriver. Donc ça me donne l'énergie nécessaire pour continuer avec ce travail qui est très difficile ici en Haïti.